Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents aujourd'hui et comme d'habitude un grand merci aussi aux équipes des GECO qui sont chargées de l'organisation et de la logistique. À chaque fois, les équipes sont formidables et c'est important de le souligner. Alors, je suis Aliette Ovine, je présente l'émission Entendez-vous l'écho sur France Culture et j'ai le plaisir de donc modérer cette conférence aujourd'hui intitulée Garder l'épargne des Européens en Europe. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas de point d'interrogation dans aucune mesure, donc ce qui souligne la valeur de l'impératif de la chose. On va être ensemble jusqu'à 17h30 et les 20-25 dernières minutes de cette conférence vous seront consacrées à vous toutes et tous qui êtes dans le public. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions par SMS au numéro qui s'affiche juste derrière moi. Tout arrivera sur ma tablette et moi ça me permettra de les transmettre ensuite aux 5 intervenants qui nous font le plaisir d'être là aujourd'hui. Donc vraiment, aucune question n'est illégitime, n'hésitez absolument pas. Au contraire, si vous souhaitez qu'un point soit creusé davantage, si vous souhaitez avoir des opinions, des éclairages sur certains points que vous n'auriez pas compris ou qui vous intriguent, vraiment, l'idée c'est de tout mettre à plat. Donc cette conférence, c'est aussi la vôtre, c'est important de le préciser. Alors quelques rappels aussi sur le sujet de l'épargne européenne. On pourrait se demander pourquoi c'est impératif, pourquoi cette urgence à garder cette épargne des Européens en Europe. Il faut quand même rappeler que la zone euro, elle est caractérisée par un très fort taux d'épargne des ménages, 15,2% au début de 2025 contre moins de 5% aux États-Unis. On pourrait se dire réjouissons-nous, au moins pour une fois on est en position de force. Par ailleurs, on en a besoin de cette épargne, elle sert à quelque chose. C'est ce que disait aussi Mario Draghi dans son rapport rendu en septembre 2024. L'Europe doit accroître considérablement ses investissements dans la transition énergétique et dans la transition numérique pour financer des innovations dites de rupture. Or, pour financer, où est-ce qu'on va piocher? Eh bien, a fortiori dans l'épargne. On va voir par quel mécanisme. Mais tout ça est évidemment confronté à un certain nombre de problèmes. Le problème, c'est que cette épargne, en général, elle sort du continent, elle sort de l'Europe à hauteur de 500 milliards d'euros rien que pour 2024. Ça, c'est Mario Draghi qui le déplorait. Alors, on va essayer d'envisager avec les 5 intervenants des solutions pour garder cette fameuse épargne européenne, essayer de se demander pourquoi la garder et puis pourquoi ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Ces 5 intervenants, je vais vous les présenter par ordre alphabétique. À côté de moi, Patrick Artus, vous êtes conseiller économique d'Osia, mais également membre du Cercle des économistes. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Emmanuel Delajonquière, on vous a déjà vu finalement lors de cette conférence. Vous êtes directeur de marché épargne et retraite individuelle chez AXA. Olivier Garnier, vous êtes chef économiste et directeur général de la Banque de France en charge des statistiques, des études et de l'international. Anne Lavigne, vous êtes professeure de sciences économiques à l'Université d'Orléans. Et enfin, Yann Tempero, qui est au milieu de cette table, vous êtes chef économiste du groupe Caisse des dépôts. Alors Patrick Artus, je citais Mario Draghi qui a tiré la sonnette d'alarme. On se souvient qu'en janvier de cette année, c'était je crois dans le contexte aussi de Davos, on avait François Villeroy de Gao qui a appelé à mobiliser l'épargne privée abondante en Europe. Nous ne manquons pas de capital, mais nous manquons de marché de capitaux, a-t-il ajouté. Alors Patrick Artus, pour qu'on comprenne ça, pour qu'on parte sur de bonnes bases, quelle est l'urgence aujourd'hui et quel est fondamentalement le problème avec cette épargne européenne? Oui, bonjour à tous. Bon, vous rappeliez, Aliette, que l'Europe a besoin d'investir énormément. Donc, les estimations de Mario Draghi, et d'ailleurs il a révisé à la hausse ses estimations depuis son rapport, étaient il y a un an que l'Europe devait investir 800 milliards d'euros chaque année dans la transition énergétique, dans le numérique, dans la formation, dans l'éducation. Il s'est ajouté à cette somme depuis les besoins d'investissement dans le matériel militaire et dans les équipements de production de matériel militaire. Et donc, on peut considérer que l'Europe a besoin probablement de plus de 5 points de son PIB d'épargne supplémentaire aujourd'hui. Alors,
Le problème, c'est que, alors on parle beaucoup de fléchage de l'épargne, mais le fléchage de l'épargne, ça ne veut rien dire. Si vous fléchez l'épargne, elle est utilisée aujourd'hui, l'épargne des Européens, pour la partie, et j'y viendrai, qui n'est pas prêtée au reste du monde. L'épargne, elle sert à acheter des logements, elle sert à prêter à l'État, elle sert à financer les entreprises. Si vous fléchez de l'épargne, et par exemple vous mettez en place des politiques publiques, des politiques de subventionnement d'une certaine forme d'épargne, vous allez détourner l'épargne vers cet emploi. Donc, par exemple, si on fait des fonds spéciaux, des livrets spéciaux pour financer de l'industrie, il y aura plus d'épargne qui va financer l'industrie, mais il y aura moins d'épargne disponible pour financer les ménages qui achètent un logement ou l'État, ou les entreprises non industrielles. Et donc, la problématique doit être d'augmenter la quantité d'épargne et pas simplement de router différemment l'épargne existante. Alors là, on touche au problème, le problème du fait que l'Europe perd une partie de son épargne chaque année. Alors il y a une estimation, alors qui vaut ce qui vaut. Alors il n'y a pas de source sérieuse, mais enfin, il y a des sources non sérieuses. Bon, par exemple, Philippe Aghion, donc qui est prix Nobel, donc ça doit être sérieux, qui dit que, enfin, tout le monde dit qu'il y a à peu près 350 milliards d'euros d'épargne des Européens qui est prêtée aux États-Unis chaque année. C'est un chiffre qui est vraisemblable puisque l'excédent de la balance courante de l'Europe, c'est-à-dire le total que l'Europe peut prêter au reste du monde, c'est plus de 500 milliards d'euros et donc c'est un chiffre qui est vraisemblable. Et donc il faut garder cette épargne en Europe pour pouvoir financer les suppléments d'investissement qui sont nécessaires au rattrapage technologique, à la transition énergétique, etc. Et alors on parlera plus tard des raisons de cette situation et des solutions. Juste remarquer, pour terminer cette première intervention, que si nous ne le faisons pas, on aura une situation extrêmement dégradée. C'est-à-dire que si nous ne faisons pas les investissements dans la transition, nous n'aurons pas de transition énergétique à la vitesse qui est désirable. Si nous ne faisons pas les investissements dans le numérique, nous ne rattraperons pas notre retard dans l'intelligence artificielle, dans les semi-conducteurs. Nous ne rattraperons pas non plus notre retard, par exemple, ce qui est lié à la transition énergétique, dans la fabrication de batteries, dans la fabrication de voitures électriques. Nous ne rattraperons pas notre retard dans la performance du système éducatif. Donc c'est extrêmement important comme sujet. Ça conditionne tout le succès des tentatives de modernisation et de rattrapage de l'Europe. Merci beaucoup pour ce mot introductif. Juste avant de continuer cette discussion, parce que je vois qu'il y a des publics d'âge très différents dans la salle, qui est à l'aise avec le concept d'épargne, qui sait exactement ce dont on parle quand on parle d'épargne, qui sait où va très précisément son épargne. Est-ce que dans la salle, à main levée, ceux qui sont hyper à l'aise avec le concept d'épargne, est-ce que vous pouvez lever la main ? C'est ce que je pensais, Je vois une nette différence en termes d'âge. Très bien. Ça nous permet d'avoir un bon aperçu pour la suite de cette discussion. Olivier Garnier, il faut donc bien comprendre ce dont on parle aujourd'hui. Et lorsqu'on entend ou qu'on lit Mario Draghi qui nous parle de 500 milliards d'euros rien que pour 2024 qui sortiraient de l'Union européenne, on se rend parce qu'on est bien concentré sur ce problème-là, de cette épargne que les Européens finalement mettent de côté, mais qui part quelque part vers des productions autres que européennes. De quelle épargne parle-t-on au juste ? De quoi est-elle constituée cette épargne ? Alors, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Alors, avant peut-être de dire de quoi parle-t-on, peut-être en voyant le titre de cette session, « Garder l'épargne des Européens en Europe », moi je dirais plutôt « Utiliser l'épargne des Européens en Europe », parce que cette idée de garder l'épargne, à mon avis, elle ne correspond pas du tout justement à la réalité de ce qui se passe. Parce que de quoi parle-t-on ? Alors tout à l'heure, on a évoqué le chiffre de 500 milliards, alors qui aujourd'hui, d'ailleurs, quand vous regardez la balance courante, c'est-à-dire l'excédent d'épargne par rapport à l'investissement de la zone euro, il est plutôt, en cumulé sur les 12 derniers mois, il se rapproche de 300 milliards. Donc on n'est plus qu'à 2% du PIB, alors qu'avant, on était plutôt de l'ordre de 3% du PIB de la zone euro. Et qu'est-ce que c'est ? Alors, si on peut montrer, j'ai quelques diapositives à vous montrer. Si on regarde un peu, si je prends la zone euro dans son ensemble. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit il y a 300 milliards
d'excédent d'épargne en zone euro. Ça veut tout simplement dire, ça ne veut pas dire que les Européens vont trop placer leur épargne à l'étranger, ça veut tout simplement dire que l'épargne nationale, qui est la somme de l'épargne privée et de l'épargne publique, alors l'épargne publique c'est plutôt de la désépargne, puisque comme vous le savez, les administrations publiques ont un gros déficit, mais cette épargne-là, elle dépasse le montant d'investissement intérieur. Donc c'est tout simplement, c'est plus un phénomène, c'est pas un phénomène d'allocation de l'épargne. Vous pouvez très bien avoir une balance courante équilibrée avec beaucoup d'épargne qui va à l'étranger, mais ça veut dire dans ce cas-là qu'il y aura aussi beaucoup d'épargne étrangère qui viendra en Europe. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Il y a des flux dans les deux sens, et le flux net, ça retrace tout simplement un équilibre macro. Donc si on peut mettre la première diapositive à l'écran, sur cette diapositive, vous avez ce qu'on appelle le bas de la balance courante de la zone euro avec les flux financiers. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Puisqu'on a un surplus de notre balance courante, ça veut dire que le solde net des capitaux est positif, c'est-à-dire qu'on investit plus à l'étranger qu'on ne reçoit de l'étranger. Mais quand on décompose, et notamment quand on s'intéresse à ce qu'on appelle les investissements de portefeuille, qui correspondent un peu à l'épargne, c'est-à-dire sous forme soit de titres de dette, soit sous forme d'actions ou de titres d'OPCVM. Vous voyez, qu'est-ce qu'on constate ? On constate le bâton qui est en vert, ce sont les titres de dette, c'est-à-dire qu'effectivement, sur la dette, on achète plus de dettes étrangères que les étrangers n'achètent de dettes en Europe, mais inversement, sur les actions, vous voyez que sur les actions, là, on a plutôt des entrées nettes de capitaux, c'est-à-dire qu'on investit moins à l'étranger en actions que les étrangers n'investissent en Europe. Donc ça, c'est le premier point. Donc il serait faux de dire que finalement, il y a une fuite, on n'a pas assez d'investissement en actions parce que les Européens iraient trop investir en actions. Et d'ailleurs, si on regarde, alors là c'est en flux, si on regarde aussi en stock, y compris valorisation, avec ce qu'on appelle la position extérieure, la position internationale nette, on retrouve le même phénomène, c'est-à-dire que vous voyez que les titres de dette, là on est créancier, on prête au reste du monde là, sous forme de titres de dette, mais inversement, c'est surtout là on est en quelque sorte débiteur en termes d'actions. Donc, qu'est-ce que je tire de cela ? C'est que le sujet principal en Europe, il n'est pas tant qu'il y aurait une fuite de l'épargne européenne, il est d'abord, et ça c'est important, qu'on a sans doute une épargne qui est, mais là globalement, et là sans se poser la question d'étranger ou non, mais qui est mal allouée et peut-être qui est trop allouée vers les titres de dette par opposition aux actions. Et donc, dernière remarque un peu pour montrer aussi, là, en regardant les placements en titres de créance et en actions des Européens, où il est là par principaux pays, si je prends par exemple le cas de la France, si je prends le cas de la France, et vous voyez, si je me concentre par exemple sur les actions cotées, qu'est-ce que vous voyez sur les actions cotées ? Vous voyez que à peu près 77% de la détention par les Français, les résidents, quand je dis les résidents français, c'est aussi bien, c'est tout confondu, tous agents confondus. Ça veut dire qu'eux, ils sont très majoritairement investis en zone euro et même principalement en France. Alors qu'il faut savoir, vous voyez, le 64% sur le marché français, la capitalisation boursière de la France par rapport à celle du monde, c'est à peu près 3% du monde. Ça veut dire que, normalement, en théorie du portefeuille optimal, on devrait plutôt avoir dans nos portefeuilles quelque chose qui serait proche de 3% de la France. Donc les Français sont très surinvestis en actions françaises. Donc le problème, et je conclurai par là, c'est pas tant qu'on épargne, qu'on va trop acheter à l'étranger, on va trop placer à l'étranger, c'est tout simplement qu'on n'investit pas assez, notamment en actions, que ce soit en actions européennes ou en actions internationales. On voit que le problème est posé grâce à vous, Olivier Garnier. Yann Tempéraud, je vous repose donc la question. Est-ce que le problème, c'est celui d'une fuite de l'épargne vers le reste du monde ou commencer par celui d'une épargne qui s'accumulerait un peu inutilement chez nous et dont on ne ferait rien? Et peut-être, je suis désolée parce que c'est à vous que va échoir cette question-là, peut-être pour raccrocher un peu les wagons, peut-être commencer par nous expliquer finalement, alors non pas ce qu'est l'épargne parce qu'on pourrait en discuter pendant 3 heures, mais finalement, si on part du concept que quand on reçoit son salaire, on utilise une partie pour la consommation courante et les dépenses contraintes.
tout ce qu'on met dans son bas de laine, dans les à côté, finalement, à très grands traits, nous brosser un peu les possibilités qui existent en termes d'épargne. Quand on parle d'épargne, de quoi on parle? Peut-être qu'on connaît bien le livret A et autres lettres, mais voilà, peut-être un petit panorama de ce dont on parle quand on parle d'épargne pour que tout le monde reste avec nous aussi. D'accord. Alors effectivement, lorsque vous avez votre revenu, que vous retirez votre consommation, ce qui n'est pas consommé, c'est de l'épargne. Et le taux d'épargne en France, il est voisine 19% du revenu disponible des ménages. Dans ce 19%, il y a 10% à grosse maille dans lequel on rembourse des crédits. C'est les flux de remboursement des crédits. Et ensuite, le reste, c'est de l'épargne financière. On va investir en actions, en obligations, sur l'épargne réglementée. Et donc l'épargne, c'est un flux. Donc c'est vraiment un flux. Et la somme de ce flux constitue le stock. Le stock, c'est le patrimoine des ménages. Alors, ce qui est intéressant par rapport à ce qui vient d'être soulevé, c'est que, effectivement, est-ce qu'il y a une fuite de l'épargne? Olivier et Patrick nous ont dit, en fait, non, il n'y a pas de fuite. D'abord, il y a des flux rentrants, des flux sortants, et Patrick nous dit il y a un manque d'investissement. En fait, effectivement, c'est trop d'épargne, c'est sans doute qu'il y a un manque d'investissement en zone euro. Alors, néanmoins, pourquoi est-ce que, en premier lieu, est-ce que on a intérêt, en tant qu'investisseur, ou les investisseurs, ou les ménages ont intérêt d'aller acheter des titres à l'étranger, finalement, aller à l'étranger? Première raison, tout simplement parce que là, il y a besoin d'argent, il y a des besoins d'investissement parce qu'il y a eu un investissement qui est dynamique. Patrick le rappelait, on vient financer des projets d'investissement, encore faut-il qu'il y ait des projets d'investissement. Deuxième point, du point de vue de la théorie économique à rendement égal, j'ai aussi intérêt à avoir dans mon portefeuille des actifs étrangers parce que ça crée une décorrélation et que ça va donc réduire le risque dans mon portefeuille. Troisième point, si j'ai envie encore de diversifier mon portefeuille et de minimiser mon risque et de maximiser mon profil rendement-risque, qu'est-ce que je vais faire? Je vais acheter des secteurs qui, parfois, ne sont pas des secteurs qui sont disponibles en zone euro. Si je veux investir dans les matières premières ou dans les nouvelles technologies, je suis obligé de diversifier mon portefeuille en allant à l'étranger. Donc, tout ça, c'est important. Voilà l'intérêt aussi d'aller investir à l'étranger. C'est dans la théorie optimale du portefeuille, on va chercher à maximiser son rendement et à diminuer son risque. Néanmoins, il faut aussi avoir, dans cette nouvelle fragmentation du monde, où on parle beaucoup des souverainetés, il faut aussi se dire que parfois, en maximisant son utilité personnelle, en allant justement à essayer de maximiser son rendement et minimiser son risque, on ne va pas faire d'une allocation de capital qui est forcément optimale. Dans le sens où, en investissant à l'étranger, on va parfois investir dans des sociétés qui ont des bilans carbone ou des pratiques en termes de croissance durable moins bonnes que les entreprises européennes. Peut-être aussi qu'en investissant à l'étranger, on va financer des entreprises qui sont déjà les grandes concurrentes des entreprises françaises aujourd'hui ou européennes aujourd'hui. Et donc, quelque part, côté emploi et investissement de demain, on ne joue pas dans notre camp. Donc ça, c'était le premier point. Il ne faut pas stigmatiser l'investissement à l'étranger, mais néanmoins, il faut aussi avoir les facteurs positifs et les facteurs négatifs. Deuxième point, quand on s'intéresse au stock l'épargne, c'est le flux, et le stock du patrimoine financier des ménages européens, il est colossal. Il est 39 000 milliards en brut, 27 000 milliards d'euros en net lorsqu'on enlève le passif. Et lorsqu'on regarde finalement la spécificité de l'allocation de l'épargne européenne par rapport à l'épargne américaine, c'est que 30% des actifs financiers européens sont des actifs liquides, courts, numéraires. C'est du placement qui est du placement à court terme. Aux États-Unis, ce n'est pas 30%, c'est 12%. C'est beaucoup moins. Si on libérait l'épargne de court terme qui viendrait, pardon Patrick, se flécher vers le long terme, enfin qui viendrait se répartir sur le long terme, c'est-à-dire non pas financer le court terme, mais là financer le long terme, on passerait de 30% à 12%, ça serait 7 000 milliards d'euros qui seraient non pas placés en actifs liquides, mais qui pourraient être placés en obligations d'entreprise, en actions, en capital risque, dans le financement des infrastructures, bref, en investissement de long terme. Et ça, c'est hyper important. Les ménages américains le font.
Et on en voit le résultat. En faisant ça, on se prive de rendement. Le patrimoine financier des ménages américains, depuis 2009, il a évolué 3 fois plus que le patrimoine financier des ménages européens. Parce qu'ils ont une allocation un peu plus offensive, un peu plus risquée. Quand il y a plus de risques, il y a plus de rendement. Ensuite, lorsqu'on regarde entre 2013 et 2023, le financement envers le capital risque, donc le capital risque, c'est ce qui fait les champions de demain dans la technologie, dans le biomédical, etc. C'est 0,2 points de PIB par an en zone euro et 0,7% aux États-Unis. C'est 3 fois plus. Donc, il ne faut pas s'étonner que derrière, on ait, par exemple, un déclassement au niveau technologique. La part des brevets européens dans le monde en 2014 était de 20%. En 2024, elle n'est plus que de 10%. On innove moins, on a moins de capital, et donc on a finalement une économie qui n'est pas assez bien irriguée en capital risqué. Et dernier point, il y a quand même une partie de l'épargne dans un pays de la zone euro qui est la France. Il y a une partie de cette épargne de très court terme qui est utilisée à des fins de très long terme, et je parle là de votre épargne réglementée. Imaginez, vous avez 600 € en livret A, livret développement durable ou en livret d'épargne populaire. Sur ces 600 €, 2 tiers, donc à peu près 400 €, sont centralisés à la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts, c'est une institution publique qui est sous surveillance de membres du Parlement. Donc on est là pour accompagner les politiques publiques. Et on sécurise cette épargne et on sécurise donc ces 400 € d'épargne qui sont centralisés à la Caisse des dépôts. Comment sont utilisés ces 400 € d'épargne réglementée? Alors d'abord, il n'y a pas 1 € qui dort. Il y a 200 € qui sont déjà prêtés aux collectivités locales pour faire des prêts pour les stations d'épuration, les infrastructures durables, de transport, de mobilité, etc. etc. Vous avez énormément de prêts qui ont été octroyés aux bailleurs sociaux pour qu'ils construisent des HLM, pour qu'ils réhabilitent des HLM. On fait des prêts à 20, 30, 40, 50, 60 ans, des prêts qui sont des prêts donc de très très long terme. Et nous, ce que l'on fait, c'est qu'on transforme donc cette épargne très liquide et très peu risquée à court terme en emploi de très très long terme. On ne le fait pas en substitution du capital privé, pas en substitution des prêts bancaires, puisqu'on n'intervient pas sur des maturités qui sont couvertes par le secteur bancaire. Donc, on le fait en complément, et c'est une singularité européenne. C'est-à-dire qu'on arrive, avec ce modèle du fonds d'épargne et de l'épargne réglementée, à transformer, sans finalement que le ménage le sache, mais maintenant vous le savez en tout cas, et en tout cas sans que ça lui coûte, puisque ce dispositif n'est ni coûteux pour les ménages, ni coûteux pour l'État, eh bien on arrive à faire cette transformation qui permet de faire de l'investissement long et qui répond aux besoins longs. Quand on a financé une infrastructure, on ne fait pas des prêts roulants à 3 mois avec de l'épargne très très liquide. On ne fait pas des prêts bancaires à 7 ans qui sont des prêts destinés aux entreprises. Lorsqu'on a une infrastructure ou un logement, ça s'amortit sur 30 ou 40 ans ou encore plus sur du foncier, et bien là, il est normal d'avoir du capital long en face. Et c'est l'objet de cette transformation de l'épargne courte par la Caisse des dépôts dans la gestion de l'épargne réglementée. On voit qu'il y a des solutions qui existent. On a presque envie de se demander si ça existe chez nous en France, pourquoi ne pas le mettre au niveau européen. Avant cela, Emmanuel de la Jonquière, il faut quand même se demander s'il y a une forme de spécificité. On parle de l'épargne européenne, on parle des Européens. Est-ce que, si on remonte vraiment aux origines du problème, est-ce qu'il y a une spécificité du marché français cette fois? Est-ce que nous, Français, on a un comportement spécifique dans cette histoire d'épargne et de façon aussi non seulement de la flécher, mais de l'utiliser de façon générale? Oui, bonjour à toutes et à tous. Peut-être pour commencer, dresser un panorama très rapide du patrimoine des Français. Le patrimoine des Français, c'est peu ou prou 17 trilliards d'euros. Sur ces 17 trilliards, on a 6 trilliards qui sont de l'épargne du patrimoine financier. Ce patrimoine financier, c'est un tiers de l'assurance vie, c'est un tiers des livrets réglementés, donc le livret A, le PEL, le CEL, l'ensemble des livrets réglementés. Et ensuite, on a un dernier tiers, c'est les titres type action, type OPCVM, type
un entrepreneur qui a des parts dans son entreprise, qui constitue le dernier tiers de ce patrimoine financier. Ça veut dire quand même que quand on regarde la part d'actifs risqués dans l'ensemble du patrimoine des Français, en fait, la part d'actifs risqués au sens action, elle n'est quand même pas énorme. Et elle est, si je sors les actifs qui sont détenus par des entrepreneurs qui sont vraiment eux, c'est-à-dire ils en vivent, c'est dans leur, ça constitue leur travail au quotidien. Et ben en fait, en assurance vie et dans les PEA, c'est à peu près 600 milliards. Et c'est essentiellement par l'assurance vie. Et ça, c'est intéressant parce que l'assurance vie, finalement, c'est fléché. Alors là, je m'inscris un peu, enfin, je vais avoir un discours un peu complémentaire à ce que disait Patrick Artus. L'assurance vie, malgré tout, c'est conseillé par un distributeur. Et ça permet notamment justement d'avoir un peu plus d'actifs risqués dans les contrats d'épargne. Et donc ça permet d'augmenter le risque. Et ça, c'est un point important parce que si on compare finalement ce patrimoine des Français par rapport au patrimoine des Européens, pour ce qui est de la partie patrimoine financière, et ben en fait, on a une part d'actifs qui sont liquides et garantis qui est à peu près homogène avec ce qu'on trouve dans l'ensemble de l'Union européenne. En revanche, là où on a quelque chose qui est très différent, c'est qu'on a peu d'actifs, on a beaucoup moins d'actifs qui ne sont pas liquides et qui ne sont pas garantis par rapport à ce qui se passe dans le reste de l'Union européenne. Les actifs non garantis et non cotés, dans l'Union européenne, c'est à peu près 10%. En France, c'est un peu moins de 1%. Donc clairement, en France, on a quelque chose à faire de ce côté-là. Et pour revenir sur le conseil en assurance vie, en fait, pourquoi il faut du conseil ? Parce qu'en fait, les Français, ils ont peut-être ils sont sur tout ce qui est éducation financière, je ne vais pas dire en retard, mais en tout cas, ils sont dans la moyenne. Ils sont dans la moyenne de l'OCDE, c'est 14e pays au sein de l'OCDE. C'est moyen. La note, d'ailleurs, il donne un classement avec une note, et la note, c'est 12,5 pour les Français, là où il faudrait avoir 14 pour considérer qu'on a une éducation financière assez correcte. Donc on n'est pas non plus complètement en échec scolaire, hein, mais en revanche, on n'est pas là où on souhaiterait et où on devrait être. Merci beaucoup. Anne Lavigne, il y a déjà pas mal de questions, et ce qui tombe bien parce que c'est aussi votre domaine de compétence. Il y a pas mal de questions autour d'une interrogation globale sur qu'est-ce qui explique ces comportements, en fait, que ce soit riscophile ou riscophobe, comment expliquer qu'il y ait une forme d'appétence pour le risque, mais presque, et c'est aussi dans les questions, mais aussi une forme de... Bon, alors là, ça nous ramène à des questions très philosophiques, mais à cette espèce d'appétence, en tout cas de recherche aussi de la rentabilité, ou en tout cas de placer son épargne de façon à ce qu'elle nous rapporte. Anne Lavigne, est-ce qu'il y a une forme de comportement européen, et puis aussi, parce que ça nous intéresse, de comportement français spécifique en termes de comportement d'épargne? Est-ce qu'il y a une spécificité de ce point de vue-là? Oui, merci Aliette. En général, ici, au GECO à Lyon, j'interviens sur la retraite. Et donc, je n'ai pas grand-chose à dire sur l'épargne en général, mais bon, sur l'épargne retraite peut-être un petit peu. Donc, je vais parler d'épargne retraite beaucoup. Alors, la singularité de la France dans le paysage européen et mondial, c'est que notre système de retraite, il est tourné vers la répartition, il est financé en répartition. Ça veut dire que les cotisations des gens qui travaillent en ce moment servent à financer les pensions des retraités du moment. Et dans la grande majorité des autres pays, en Europe et a fortiori dans les pays anglo-saxons, la retraite, elle est financée par capitalisation. Ça veut dire qu'au cours de sa vie active, on met de côté de l'argent, donc l'épargne, c'est-à-dire la fraction du revenu qui n'a pas été consommé, et une partie de cette épargne qu'on met de côté, elle est vraiment en vue de la retraite. C'est-à-dire qu'on peut, nous en France, quand on met de l'argent de côté, on met de l'argent de côté en se disant si j'ai un coup dur, ça va me servir. Si je veux acheter une résidence secondaire, ça peut me servir, ou la résidence principale a fortiori. Mais en gros, il y a assez peu de gens qui épargnent en vue de la retraite. Alors que dans tous les autres pays,
les retraites qu'on appelle professionnelles, au-delà de la retraite de base de la sécurité sociale. Il y en a partout dans le monde, y compris aux États-Unis, de la retraite de sécurité sociale. Mais une fois que vous avez passé la retraite de sécurité sociale, vous constituez votre propre retraite par capitalisation. Et si j'élargis la focale par rapport à la France, donc en Europe, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des fonds de pension en Europe donc, qui gèrent l'épargne en vue de la retraite des salariés, que ce soit aux Pays-Bas, au Danemark, un peu partout en Europe, assez peu en Allemagne et en Italie, qui sont les deux autres grands pays européens. Mais ces fonds de pension européens, ils investissent, et c'est aussi pour ça que si on quitte la France, on voit que même les autres Européens, ils épargnent en plaçant ailleurs que dans leur propre pays. Par exemple, des petits pays, alors comme la Lettonie, le Portugal, la Lituanie, les Pays-Bas, qui sont un peu emblématiques des fonds de pension en Europe, les Pays-Bas, ils placent à 80% de leur épargne retraite des fonds de pension dans des actifs à l'étranger. L'Italie, 75%. La Suède est un peu différente. La Suède a fait le choix de privilégier l'investissement national. Il faut souligner aussi que nous, les Européens, on se demande comment conserver l'épargne européenne en Europe. On n'est pas les seuls à avoir cette préoccupation-là. Hein. Le Royaume-Uni vient de lancer un grand plan de gardons l'épargne britannique au Royaume-Uni, et le Canada a aussi cette même problématique de conserver son épargne dans son pays, voire d'attirer l'épargne du reste du monde au Canada. Alors, si je réponds typiquement à la question que m'a posée Aliette, pourquoi donc en France on a cette réticence? La première réponse, c'est que puisqu'on a un système par répartition qui est encore relativement généreux, c'est-à-dire qui procure, une fois qu'on est à la retraite, l'essentiel des besoins, des ressources pour couvrir les besoins de consommation, on n'a pas besoin d'épargner en vue de la retraite, donc on n'a pas besoin de cette épargne de très long terme. Donc ça, c'est la première réponse qu'on peut faire. Deuxième réponse, et qui nous rapproche de l'assurance vie. L'assurance vie, elle a été encouragée en France dans les années 70-80, un peu vue comme un produit de substitution à l'épargne retraite. Et en gros, on a vendu aux Français l'assurance vie en leur disant « souscrivez des contrats d'assurance vie ». À l'époque, on vous subventionnait la souscription d'un contrat d'assurance vie, on vous versait de l'argent pour que vous-même versiez de l'argent, donc c'était quand même subventionné fiscalement, et c'était en vue du moyen-long terme. Alors le moyen-long terme, ça s'est traduit fiscalement par le fait que tout ce que vous gagnez sur ce que vous épargnez pendant 8 ans, si vous l'épargnez au moins pendant 8 ans, les retraits que vous faites des contrats d'assurance vie sont exonérés d'impôts, enfin pas exonérés totalement, mais ont une fiscalité plus favorable que le reste de la fiscalité. Donc ça a été un moyen de flécher un peu des choses sur du court moyen terme. Mais on n'est pas sur une perspective d'investissement. Quand Patrick parle d'investissement de long terme, c'est vraiment des choses qui sont rentables à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Une centrale nucléaire, ce n'est pas rentable dans les 2 ans qui viennent. Et donc, il faut se placer sur du long terme. Et évidemment, quand on a de l'épargne retraite, si on commence à investir dans un fonds de pension à l'âge de 25 ans, on a une perspective d'investissement de très long terme avec une épargne qui est bloquée. Si c'est vraiment un fonds de pension en capitalisation, c'est un produit tunnel, on n'y touche pas jusqu'au moment où on arrive à la retraite. Donc les Français, ils ont une préférence pour la liquidité qui est en gros guidée par le fait que le système de retraite est par répartition, à très grosse maille, hein, mais c'est quand même l'argument principal. Et puis on a une aversion pour le risque des Français. Donc ça, c'est assez bien documenté par les travaux de Luc Arondel sur des données individuelles. Hein. Il regarde qu'est-ce qui guide le fait qu'on investisse en actions. Majoritairement, c'est plus vous êtes riche, plus vous avez un grand revenu, plus vous êtes incité à épargner en actions, plus vous avez du patrimoine, plus vous gagnez en âge, plus vous êtes incité à investir en actions, soit en direct, soit à travers les contrats en unité de compte qui sont logés dans les produits d'assurance vie. Et
et aussi, plus vous êtes âgé, plus vous êtes investi en action. Merci beaucoup, Anne Lavigne. Il y a beaucoup de questions qui se posent grâce à votre réponse, qui est une vertu. Yann Tempero, il y a un point qu'il faut absolument préciser, et puis ça rejoint aussi une question qu'on m'a posée très tôt finalement dans cette discussion. L'idée que, en fait, est-ce qu'on sait exactement qui décide de où va l'épargne? Cette question, elle nous dit que la plupart des Européens épargnent sur leur compte en banque, livret A, PEL, mais ils n'ont aucune idée d'où va leur épargne précisément, et encore moins dans quel pays. En fait, c'est très intéressant parce que c'est la question de la responsabilité. On dit les Français seraient peut-être plus frileux parce qu'il y a une aversion pour le risque, au contraire une appétence pour davantage de rendement, mais est-ce que c'est vraiment l'individu, le kidam moyen qui a un peu d'épargne, qui décide de où va son épargne? Oui, le choix, il est fait par l'épargnant en association, aux conseillers bancaires, aux gérants de patrimoine. Après, on peut imaginer, il existe des systèmes dans lesquels l'épargnant, et c'est le cas à travers le cas du livret A, mais encore une fois, c'est une spécificité européenne dans lequel il ne sait pas forcément qu'il investit dans le temps long, parce qu'il a un placement qui est liquide et qui a capital garanti, a revenu qui est expliqué décidé par la Banque de France et le gouvernement, avec une formule assez précise, des fonds qui sont garantis par l'État. Et derrière, l'État procède, la Caisse des dépôts procède à cette transformation de cette épargne-là. Après, il faut savoir que 80% des épargnants qui privilégient l'épargne de court terme le font parce que, sondage IFOP, ils ont des craintes de perte. Une méconnaissance des autres actifs financiers qui sont à disposition et le manque de transparence des autres actifs financiers. Et donc, une façon de répondre à ça, c'est de faire finalement de l'éducation, d'être transparent. Ça passe par, on le disait tout à l'heure, expliquer l'angoisse et la peur de l'investissement, c'est pas tout à fait la même chose. L'angoisse, c'est se dire finalement le marché peut baisser, donc je n'y vais pas parce que j'ai une aversion à la perte. La peur, c'est se dire oui, le marché peut baisser. Historiquement, il a baissé de 20% dans 5% des cas, et 3 années après, il a rebondi de 10%. Et à partir du moment où on passe d'une angoisse et à une peur qui est quantifiée, on passe à un comportement d'investisseur qui est un investisseur avisé, qui peut prendre du risque assumé, qui peut avoir une stratégie de risque et d'optimisation de son risque et de ses horizons de placement, comme le rappelait Anne tout à l'heure. Et ça, c'est très important. La vraie stratégie d'épargne, elle repose sur une bonne connaissance des tenants et des aboutissants. Ce qui pose, Yann Tempero, la question de l'éducation financière, c'est un point que vous avez soulevé collectivement. Patrick Artus, moi j'aimerais bien avoir votre opinion sur la question de la responsabilité, parce qu'il ne faudrait peut-être pas confondre effectivement l'épargnant individu et puis les instances en charge du placement de cette épargne. C'est quand même parfois de très très grosses institutions. On parle là de fonds, il faut le dire, d'institutions qui pèsent énormément. À qui, j'ai envie de demander à qui la faute, alors c'est peut-être pas la question qu'il faut poser, mais qui a vraiment la responsabilité des comportements d'épargne dans l'absolu? Oui, c'est une très bonne question. C'est parce que tous nous nous sommes demandé pourquoi il y avait cette structure particulière de l'épargne des Européens. Je vais revenir aux Européens. Et donc je rappelle, les Européens ont peu d'actifs risqués dans leur richesse. Si vous regardez la capitalisation boursière des États-Unis, c'est 6 fois la capitalisation boursière de l'Europe. Donc les Européens ont peu d'actions. Ils ont beaucoup d'actifs liquides, ils ont beaucoup d'actifs sans risque. Et donc, on peut se demander quelle est la cause de ça. Alors, il y a une cause qu'a déjà évoquée Anne Lavigne, c'est l'aversion pour le risque. Alors, c'est bien documenté qu'il y a une aversion pour le risque qui explique que les individus désirent peu détenir d'actifs risqués. Mais il y a d'autres causes. Il y a la régulation.
particulier la régulation des assureurs. Vous savez que quand un assureur achète des actions ou achète des parts d'un fonds de private equity, il doit déposer entre 39 et 50% de son capital sous cette forme en fonds propres. Il doit avoir des fonds propres qui correspondent à une part énorme de ses investissements en actions cotées ou en actions non cotées. Donc c'est la deuxième cause possible. La troisième cause possible, Anne Lavigne l'a aussi évoqué, c'est l'absence de fonds de pension. Que les fonds de pension ont un poids des actions dans leur portefeuille de l'ordre de 50%. Donc ils augmentent beaucoup le quota d'actions détenues par les ménages. Et puis la dernière cause, et qu'on n'a pas encore évoquée, et que je crois être la plus importante en réalité, c'est la faiblesse de la rentabilité du capital en Europe par rapport aux États-Unis, par exemple. Alors, j'élaborerai plus tard, mais je crois que en réalité, c'est la cause majeure, parce que même si vous résolvez le problème d'aversion polarisée, c'est assez intéressant, contrairement à la théorie du cycle de vie qui dit que plus un individu est vieux, plus il doit avoir peu de risques dans son portefeuille. En réalité, ce sont les vieux qui détiennent les actions. Ce sont les vieux ce sont les plus de 65 ans qui détiennent la plus grande partie des actions. Ils ont beaucoup plus d'actions que les jeunes. Et donc l'aversion au risque n'est pas probablement déterminante. Vous avez normalement une forte aversion au risque quand vous êtes vieux. Pour la régulation des assureurs, c'est une très forte influence probablement. Mais bon, si on avait des fonds de pension, mais il resterait cette faiblesse du rendement du capital. Et je veux dire, et donc ce n'est la faute de personne. C'est la faute de la structure économique. Alors il y a deux causes à la faiblesse du rendement du capital en Europe par rapport aux États-Unis. Par rapport si vous investissez dans une entreprise européenne, vous aurez à peu près 9% de rentabilité de vos investissements. Si vous investissez dans une entreprise américaine, vous aurez 18% de rentabilité de vos investissements. Donc, si vous êtes un fonds de pension, un individu, vous préférez les actions américaines. Et Anne montrait que les fonds de pension d'Europe du Nord investissent massivement en actions, en particulier américaines. Alors, pourquoi il y a cette faible rentabilité de l'épargne investie en Europe? Il y a deux causes possibles. C'est le sous-investissement. Les entreprises européennes et les États européens sous-investissent, en particulier dans les nouvelles technologies. Et donc le poids de l'industrie des nouvelles technologies est très faible en Europe par rapport à ce qu'il est aux États-Unis, ce qui réduit mécaniquement le rendement de l'investissement en actions ou en actions non cotées. Et puis la deuxième cause, c'est le partage des revenus. Et aux États-Unis, les entreprises gardent l'essentiel des gains de productivité. Donc les salaires réels augmentent beaucoup moins vite que les gains de productivité. En moyenne, aux États-Unis, dans les 20 dernières années, les salaires réels ont augmenté comme le tiers des gains de productivité. Donc les entreprises ont accaparé une partie du progrès technique, une partie importante du progrès technique, alors qu'en Europe, les salaires réels augmentent à peu près comme les gains de productivité. Donc les entreprises distribuent à leurs salariés les gains de productivité. Et alors, je finis là-dessus, ça me rend assez pessimiste sur la possibilité de régler ce problème de sous-investissement et en actifs risqués en Europe. Et parce que, d'une part, le problème du sous-investissement chronique dans l'économie, le problème de la sous-exposition aux nouvelles technologies, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que comme votre épargne part à l'étranger, vous n'avez pas assez d'épargne pour investir domestiquement, et donc vous ne faites pas assez d'investissement, et donc votre capital est peu rentable, et donc vous continuez à investir à l'étranger. Et puis la deuxième cause, nous n'avons pas envie d'avoir le partage des revenus des Américains, c'est-à-dire que les salaires réels n'augmentent pas et que les entreprises accaparent l'ensemble des gains de productivité. Et donc ces deux causes structurelles sont probablement permanentes. Alors probablement on va maintenant parler, on va évoquer une autre piste qui est ce qu'on appelle l'union de l'épargne et de l'investissement, c'est-à-dire l'unification des marchés de capitaux. Mais je crois que corriger cette cause profonde du sous-investissement en actifs risqués des Européens, qui est la faible rentabilité du capital, ça sera extrêmement compliqué.
Juste un petit message à l'équipe technique avant de poursuivre la discussion. Je tiens aussi à signaler que la tablette s'est éteinte parce qu'elle n'a plus de batterie, ce qui m'empêche d'avoir accès aux questions que j'imagine très nombreuses dans le public. Donc voilà, si on pouvait résoudre ce petit problème technique-là. Emmanuel de la Jonquière, on a commencé finalement à aborder de plein pied la question des solutions. Alors Patrick Artus nous dit que ça le rend pessimiste parce que finalement on se rend compte que c'est une question de système, tout simplement de système économique, de structure même de nos entreprises, où on pourrait espérer qu'il y ait plus d'entreprises dans la tech qui permettrait d'avoir des investissements qui seraient un peu plus rentables pour les épargnants. Est-ce que vous partagez ce constat-là, cette idée que c'est structurel finalement, ou est-ce que, et j'en reviens à ma question de la responsabilité, est-ce qu'il y a quand même une responsabilité de la part des épargnants, merci beaucoup, des épargnants en tant qu'individus, ou vraiment de ceux qui relaient cette épargne-là, qui pourraient eux impulser cette idée de décider de se saisir d'une forme d'épargne européenne? Est-ce que c'est à eux? On parlait des problèmes d'éducation financière. Est-ce que c'est vraiment ça le problème à partir du moment où on espère quand même que les professionnels du placement de l'épargne n'ont pas de déficit en termes d'éducation financière? Oui, alors en fait, on ne peut pas forcer les épargnants à investir là où on souhaiterait qu'ils investissent. Ils vont investir là où ça leur paraît logique, à partir du moment où on peut leur expliquer de façon pédagogique où est-ce que ça présente un intérêt. C'est certain que tant qu'on n'a pas réglé la question du rendement, en fait, on aura du mal à flécher l'épargne vers l'Europe. Si on regarde juste le poids des actions européennes par rapport aux actions américaines depuis 87, les actions américaines, c'était 30% des actions mondiales en termes de capitalisation. Aujourd'hui, c'est 66%. Donc forcément, la raison à ça, c'est que ça a surperformé nettement par rapport aux actions européennes. Ça fait du 12% par an sur les dernières années, là où les actions européennes en ont fait du 6%. C'est difficile de dire aux Européens, allez récupérer du 6 quand vous pouvez avoir du 12 en investissant aux États-Unis. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ça c'est vrai pour les actions listées. Mais il n'y a pas que les actions listées. Quand on donne du sens derrière, parce que les épargnants, ils ont besoin d'avoir, de sentir ce sur quoi ils investissent. Et je pense que le donner du sens, ça passe justement par le conseil du conseiller bancaire, du conseiller en gestion de patrimoine, du distributeur assurantiel. Là, on arrive à faire évoluer le comportement de l'épargnant. On le voit à plusieurs titres. On voit déjà que la part d'actifs risqués sur les 10 dernières années, en assurance vie, elle est passée de 14% à 40%. Ça, c'est quand même significatif. Il y a quand même une évolution du comportement des épargnants. La deuxième chose qu'on voit, c'est que quand on a eu une démocratisation de tout ce qui était actif non coté. Par actif non coté, je pense aux infrastructures, je pense au private equity, au capital investissement, je pense à la dette privée. Ça, c'est depuis 2016, la loi Macron, puis 2019, la loi Pacte, et puis enfin la loi Industrie Verte 2024. Je veux dire, chez AXA, on a lancé un fonds de private equity, un fonds de dette privée, un fonds infra. Depuis 2019, on a levé 2 milliards. Donc on arrive à avoir... et ces fonds-là, ils sont investis en Europe, principalement en France. Donc on y arrive. Mais ça suppose de donner du sens et de mettre des actifs tangibles derrière. Voilà. On en revient à cette question finalement de l'offre. C'est ce qui reste fondamental dans cette question. Je sais qu'Olivier Garnier voulait réagir à ce que vous disiez, Emmanuel de Jonquière. Je vous donne la parole. Allez-y, Olivier Garnier. Oui, je voulais un peu réagir à ce qu'a dit Patrick, qui a eu une présentation très pessimiste en disant en gros, il n'y a rien à faire. Et de toute façon, ce n'est pas rentable d'investir en Europe. Alors, déjà, comme je vous l'ai montré au début, le sujet, ce n'est pas que les Européens investissent trop en actions aux États-Unis, puisque les Américains et les autres, ils investissent aussi en Europe. Donc si on n'était pas du tout rentable, il n'y aurait pas d'investissement américain en Europe. Or, il y en a, y compris en private equity. Donc, il ne faut pas laisser penser que de toute façon, on ne peut pas investir en Europe. Et en tout cas, le sujet n'est pas que les Européens vont investir aux États-Unis parce que ça ne serait pas rentable en Europe. Le sujet, c'est plutôt qu'on a une structure de notre épargne qui n'est pas satisfaisante, qui fait aussi, parce que je suis d'accord avec Patrick pour dire qu'il y a un problème de rentabilité du capital. Il y a d'ailleurs un autre facteur qu'il n'a pas évoqué, qui est la fragmentation de nos marchés nationaux. C'est-à-dire que même si on a un marché en théorie unique, il est loin d'être unique. Et donc, on voit bien d'ailleurs quand une start-up veut se développer,
c'est très coûteux d'aller se développer sur le marché français, sur le marché belge, sur le marché allemand, etc. Alors qu'aux États-Unis, on a tout de suite un grand marché. Donc il y a bien un problème de rentabilité du capital, mais qui est quand même, on voit qu'il y a aussi des gens qui investissent en Europe. Après, il y a un problème de ce qu'on appelle le coût du capital, parce que justement, si on a une mauvaise structure de l'épargne, ça veut dire que le coût du capital, le coût des fonds propres, va être plus élevé, et donc justement la barrière pour investir va être encore plus haute. Et donc le moyen d'abaisser ce coût du capital, c'est d'agir sur cette structure de l'épargne. Alors c'est un des objectifs justement de ce qu'on appelle l'Union pour l'épargne et l'investissement, qui fait partie de cet objectif-là. Il y a aussi le développement, on en a parlé, de l'épargne retraite, puisque effectivement, ce n'est pas seulement un sujet d'aversion au risque, mais une épargne qui est à long terme sera nécessairement plus orientée vers les actions. Il y a des moyens aussi de faire de la capitalisation mutualisée. On avait lancé en France il y a pas mal d'années, mais finalement on l'a un peu stoppé, ça s'appelait le fonds de réserve pour les retraites, qui était un moyen finalement, l'idée de départ, c'était, même si on a des régimes par répartition qui sont dominants, mais on peut très bien faire aussi de la capitalisation injecter une dose de capitalisation au sein des régimes de répartition et sans faire surport. Parce qu'effectivement, l'épargnant individuel, souvent, il ne peut pas supporter le risque action lui-même, mais il y a des moyens de mutualiser ce risque dans le cadre de fonds collectifs. Anne Lavigne, peut-être sur cette question, ou Emmanuel Jonquière, je vous voyais, mais c'est juste que comme cette question-là de l'épargne retraite vous concerne plus directement, est-ce qu'effectivement l'idée d'une forme de compromis, ce serait entre capitalisation et puis un système plus français, serait une solution, une piste à envisager ? Alors, sur le fonds de réserve pour les retraites, je souscris tout à fait à ce que dit Olivier. On avait un outil formidable qui a été mis en place au début des années 2000, qui a commencé à être doté et à monter en charge. Et puis, à partir d'un certain moment, les pouvoirs publics ont jugé plus raisonnable de moins l'abonder, voire de ne plus l'abonder, voire de puiser dans le fonds de réserve. Il était fait, à la base, ce fonds de réserve pour les retraites, il était fait pour passer la bosse démographique du baby-boom, avec cette idée qu'on avait, et on les a maintenant, des générations très nombreuses qui étaient nées après la guerre, en gros entre 1943, parce que le baby-boom a techniquement commencé dès 1943, jusque, alors ça dépend, il y a des querelles entre les spécialistes, mais disons jusqu'en 1964 à peu près, on peut considérer que là, on a des générations massives qui sont nées. Et donc l'idée, c'était de dire, voilà, tant qu'il est encore temps, on va un peu surcotiser, on va un peu abonder ce fonds en prélevant plus de ressources qu'il ne le faut juste pour financer les retraites des retraités de l'époque. Donc, créer un petit fonds, et puis ensuite, une fois que toutes ces générations auront disparu, le fonds redescendra à zéro. De fait, ce qui s'est passé sur le fonds de réserve des retraites, c'est qu'on a arrêté de l'abonder. On retire maintenant 1,15 milliard, il y a à peu près 20 milliards en ce moment, 1,15 milliard pour rembourser la dette sociale, ce qui n'est pas illégitime, puisque une partie de la dette sociale, c'est aussi le déficit des caisses de retraite. Mais on a ces 20 milliards, c'est à la fois trop peu pour vraiment profiter de la capitalisation, et ce fonds de réserve, il continue à faire des performances qui sont tout à fait décentes. Je parle sous le contrôle de la Caisse des dépôts, qui gère l'actif du FRR. Donc on n'a pas profité de ce dispositif, alors que maintenant on en aurait vraiment besoin. Et si je compare avec les Allemands en ce moment, qui ont aussi un système de retraite essentiellement par répartition, qui ont aussi beaucoup de mal à encourager l'épargne retraite des ménages allemands, ça ne marche pas très bien, le mécanisme de plan d'épargne retraite qui s'appelle Riester en Allemagne. Mais eux, parce qu'ils ont un peu plus de latitude financière en termes de dette publique, ils envisagent de créer un fonds de dotation de 200 milliards d'euros qui va générer des produits, puisque par le jeu de la capitalisation et du rendement globalement des marchés financiers, on va pouvoir générer plus de recettes qu'on aura à débourser pour combler le déficit de la répartition. Donc, sur le plan de l'épargne retraite, on a des solutions.
l'Europe a essayé de créer un produit, alors ça s'appelle le European Pension Product, qui a un plan d'épargne pan-européen. Il n'a pas été conçu en fait pour générer du rendement. L'idée, c'était pas ça. C'était pas de dire aux gens investissez là-dedans parce que vous aurez du bon rendement. Il a été essentiellement conçu pour favoriser le déplacement des travailleurs, la mobilité des travailleurs au sein de l'Europe. Mais finalement, des travailleurs qui sont très mobiles au sein de l'Europe, il n'y en a pas tant que ça. Du coup, personne ne connaît ce PEPP. Et donc là, on a un peu un échec et on est en train de relancer un peu la pompe à idées pour favoriser l'épargne longue des ménages européens à travers un nouveau produit, mais je crois qu'on en parlera tout à l'heure. Oui, tout à fait. On voit que les initiatives se multiplient à ce sujet-là. Emmanuel Delajonquière, vous souhaitiez réagir? Oui, parce qu'en fait, il y a déjà un produit qui existe en France sur la retraite. C'est le plan épargne retraite. Pour le coup, il a été lancé en 2019. Et là, franchement, on peut se dire, ça marche parce que c'est des taux de croissance de 20% année après année. Il y a aujourd'hui 15% des actifs qui sont équipés, alors que le produit, il a été lancé en 2019. Donc en fait, il y a une appropriation, une adoption de ce produit qui est très forte et qui, à chaque fois, et on le voit, dit qu'on reparle de la réforme des retraites, dit qu'on parle retraite, capitalisation, en fait, les Français, ils se disent, moi, je vais penser à ma retraite et du coup, je vais aussi quand même mettre un bout sur ces plans épargne retraite. Donc, il y a des produits qui existent en France. Je ne suis pas certain qu'il y ait besoin de créer des nouveaux produits. Les dispositifs en France, on a le PEA, on a l'assurance vie, on a le PER, on a tout ce qui est possible, qui existe, c'est accessible aux épargnants français. Je pense qu'on a les réponses. Il ne faut pas aller chercher forcément la construction d'un produit qui va être une solution pour tous les pays européens. Parce que jusqu'à présent, à chaque fois que ça a été lancé, ça n'a pas marché au niveau européen. Pour le coup, à chaque fois, ça a toujours échoué jusqu'à présent. Donc, on a des produits en France qui marchent. Essayons de les maintenir, de ne pas les casser, parce qu'il y a toujours des tentatives de les revoir pour les ajuster. Mais en fait, quand on les ajuste, il y a toujours, le risque, c'est qu'on enraye la machine. Et là, en revanche, pour le plan épargne retraite, ça marche très bien, donc il faut qu'on reste sur cette bonne dynamique, parce que c'est dans l'intérêt des Français. Yann Tempero, je voyais hocher de la tête sur la performativité et aussi l'intérêt des produits qui existent déjà et donc pas la peine d'aller le chercher ailleurs. On parlait des initiatives nouvelles. Je peux notamment citer le fait que assez récemment, le 30 septembre, la Commission européenne a annoncé une nouvelle initiative qui était l'idée de créer un compte d'épargne et d'investissement européen avec un certain nombre d'avantages fiscaux pour que les citoyens justement soient incités à placer leur épargne, leur argent sur des marchés financiers plutôt que de laisser végéter, on va dire, sur des livrets d'épargne peu rémunérateurs. Yann Tempero, est-ce qu'il faut s'en désoler, se dire mais non, on a déjà les produits qui fonctionnent bien, ça ne sert à rien d'innover, on va dire, en la matière? Il faut toujours innover parce que c'est toujours l'occasion de faire de l'éducation et de prendre conscience finalement de comment on travaille notre épargne, quelle est la destination de l'épargne et donc tout ce qui ramènera de l'argent du court terme vers le long terme, que ce soit de façon indirecte, via les produits d'assurance vie, via l'épargne réglementée, eh bien, ça viendra nourrir les besoins d'investissement qui sont colossaux. D'accord ? Donc, on a des besoins d'investissement colossaux. Donc, on a quand même moyen sur les nouveaux besoins, le réarmement, sur la transition écologique énergétique, sur le digital. On a des nouveaux besoins d'investissement. Eh bien, il faut saisir ce moment-là pour mettre une épargne longue, risquée et rémunératrice pour les ménages en face. Ce qu'il est important de rappeler également, c'est qu'il y a un nouveau produit qui a été sorti par BPI France, qui est dans le groupe Caisse des Dépôts, qui est de la part de capital d'entreprises qui vont financer l'armement. Et c'est accessible à tous les ménages à partir de 500 €. C'est une façon de démocratiser l'épargne un peu plus risquée. Et là, je ne veux pas dire fléché parce que je ne veux pas froisser Patrick, mais orienté vers le financement de l'armement dont on a besoin. Après, je suis d'accord avec Emmanuel. On a quand même un écosystème qui est assez
assez vaste en termes de produits, et il y a quelques sujets à traiter. Le sujet, c'est l'aversion pour le risque, c'est, on en a parlé, introduire la capitalisation, parce que ce sont ces fonds-là qui travaillent à long terme, qui rapportent aux ménages à long terme, et qui font les investissements de long terme. Et on a un sujet de risque. Et de risque de profondeur des marchés de financement en France et en Europe. C'est ce que j'allais vous dire, et on n'a peut-être pas suffisamment souligné cet enjeu-là, et parce que en fait, c'est ça l'enjeu aussi d'une épargne dite européenne, parce que Patrick Artus, on pourrait se dire, bon, bah, à quoi bon? On a dit qu'on avait finalement des produits qui marchaient pas si mal, au moins en France, et pourtant on entend parler d'une idée d'union des marchés de capitaux, on y revient. Est-ce que c'est ça tout l'enjeu, finalement, de se dire, on l'a dit avec Anne Lavigne, qu'il y a des marchés trop petits, Pays-Bas notamment, où il n'y a tout simplement pas assez de profondeur, pas assez d'opportunités. Est-ce qu'en fait c'est à ça que sert l'Europe? Offrir une forme de perspective plus profonde et lutter contre cette fragmentation dont on a parlé? Oui, je crois que les marchés financiers européens sont segmentés, comme d'ailleurs tout en Europe. Les politiques. Il n'y a pas de politique industrielle unique, il n'y a pas de politique budgétaire unique, il n'y a pas de politique fiscale unique, et il y a des marchés financiers qui sont segmentés. Il n'y a pas de régulateur unique, par exemple, pour les marchés boursiers. Il y a une multiplicité de régulateurs. Donc, si vous voulez distribuer un produit financier dans plein de pays européens, vous devez le faire valider par toutes les autorités, les AMF locales. C'est vrai aussi pour les banques, hein, pas simplement pour la finance de marché. C'est une banque. Il y a des banques pan-européennes qui exercent dans plusieurs pays européens. Elles ne peuvent pas transférer des fonds propres ou de la liquidité d'un pays à l'autre. Peut-être revenir, Patrick Artus, sur la raison pour laquelle elles ne peuvent pas le faire. Pourquoi il y a autant de réglementation? C'est la régulation. Oui, mais pourquoi on met en place de la régulation? Oui, mais parce que par exemple, les banques centrales se disent qu'en période de crise, elles auront envie de garder leur liquidité à la maison et pas de la prêter dans d'autres pays. Et puis, il y a une chose qui est moins discutée, mais il n'y a pas de droit des faillites européens. Et ça, c'est une composante, je crois, assez importante. Et voilà. Donc, il faudrait, effectivement, si on avait un marché boursier et du crédit bancaire unifié, on serait dans une difficulté bien moindre. Hein. Mais à nouveau, je répète, et je crois que il faut vraiment qu'on ait des initiatives pour générer des produits qui soient basés sur des investissements qui aient des rentabilités du type de celles qui sont atteignables aux États-Unis. Alors, probablement, l'armement est un bon exemple, hein, parce que l'industrie de l'armement européenne fait des progrès stupéfiants dans ses chiffres d'affaires, dans ses exportations, etc., et a des rentabilités fortes. Mais je crois que c'est ça la bonne piste. Alors, je déteste le fléchage de l'épargne, mais ça se fera automatiquement. Si vous proposez des produits d'épargne qui sont fléchés sur des emplois, sur des investissements en Europe, qui ont une rentabilité identique à la rentabilité qu'aurait cette épargne aux États-Unis, vous allez détourner de l'épargne des États-Unis et ramener de l'épargne en Europe. Et à nouveau, il faut détourner de l'épargne des États-Unis pour renforcer le financement de l'Europe. Yann Tempero, vous souhaitiez réagir? Oui, exactement. Parce que pour surligner les propos de Patrick, aujourd'hui, quand une entreprise innove en France, lorsqu'elle grandit, elle va devoir avoir besoin énormément de nouveaux capitaux. Eh bien, elle va pouvoir faire appel au marché avec des fonds propres. Elle va aller chercher des fonds propres sur le marché. Et hélas, il y a beaucoup d'entreprises qui vont aller chercher ces fonds propres aux États-Unis. Donc, résultat, l'entreprise innovante qui va produire du rendement, eh bien, elle va aller se lister sur les marchés américains parce que là-bas, l'épargne est abondante. Ce que nous, on essaye de faire à la Caisse des dépôts, à travers une entité qui s'appelle CDC Croissance, c'est justement améliorer la profondeur du marché des petites et moyennes capitalisations. C'est-à-dire que les grandes capitalisations n'ont pas de problème pour se financer. En revanche, les petites et moyennes capitalisations ont un peu plus de sujets
pour rencontrer les épargnants. Et les épargnants ont aussi un sujet parce que le marché, il est très peu profond. Donc, quand il est peu profond, il y a beaucoup de volatilité, c'est plus difficile de diversifier, il y a forcément plus de coûts que lorsqu'il y a un marché profond. Donc voilà, mais en tout cas, on a des initiatives pour rendre ce marché-là, qui est un marché d'entreprises innovantes, donc qui auront du rendement demain, du rendement financier, du rendement en emploi également et en bien-être. Eh bien, on travaille pour développer la profondeur de ce marché, en tout cas en France. Et puis Patrick Artus, vous le disiez, finalement, si tout était unifié, les choses seraient beaucoup moins compliquées, que ce soit en termes de marché des capitaux, mais aussi de bourse. Je rappelle que Friedrich Merz, le chancelier allemand, a appelé le 16 octobre dernier à la création d'une bourse européenne. Anne Lavigne, est-ce qu'en termes de comportement, mettre des labels, se dire en fait, je sais que mon épargne elle est européenne, je sais que cette bourse est européenne, ça peut changer les choses. On parlait de donner du sens aussi à son épargne, on parlait aussi d'un désir d'être rassuré aussi quelque part. Est-ce que c'est à cela que sert finalement l'Europe, l'Union européenne, c'est d'apposer cette étiquette Union européenne et donc potentiellement de clarifier les choses et donc de les rendre plus rassurantes et donc d'inciter aussi ces comportements d'épargne? Alors oui, moi j'y crois assez à ça. Il y a de plus en plus d'études d'économie comportementale donc qui s'intéressent à finalement qu'est-ce qui décide les gens à faire des choses. Et il y a toute une théorie qui se développe autour de ce qu'on appelle les nudges, qui sont des coups de coude, pas des injonctions, pas des obligations, mais en général, ça marche sous forme d'options par défaut. C'est-à-dire, on dit aux gens, voilà, on va vous proposer un produit, voilà, vous allez y souscrire. Il y a différents produits qu'on peut vous proposer, mais on vous suggère celui-là. On vous le propose. Si vous n'en voulez pas, vous exercez votre option de retrait du produit. Ça marche assez bien en Suède. Donc en Suède, j'ai parlé de la Suède, ils ont un système de retraite par répartition obligatoire, un système de retraite par capitalisation obligatoire, un tout petit bout, 2,5% de cotisation. Et donc là, on leur propose des fonds et ces fonds, ils ont une allocation par défaut avec beaucoup d'investissements dans des actions suédoises. Le marché des actions suédois est plus développé que celui des Pays-Bas, donc les Suédois ont la possibilité d'investir dans les produits suédois, et donc ça marche plutôt bien. Et effectivement, si on leur dit, voilà, vous avez un panel de produits dans lesquels vous pouvez investir. Si vous préférez privilégier l'armement, il y a l'armement. Si vous préférez des industries vertes, vous souscrivez à des industries vertes. Et nous, par défaut, on vous conseille, par exemple, un label européen, ou on vous conseille un label vert. Moi, je pense que ça marche. Donc, il y a des études. Je n'ai pas fait de la publicité pour ce petit ouvrage. C'est la revue d'économie financière qui a sorti un numéro au deuxième trimestre 2025 qui s'appelle « Où va l'épargne ?», avec un panorama de l'épargne en France et en Europe. C'est un numéro un peu spécial parce que Patrick n'y a pas contribué, alors que je pense qu'il est auteur dans tous les numéros de la revue d'économie financière. Mais malgré tout, c'est intéressant. Et notamment, il y a une étude de Laurent Bach qui montre ça, qui montre qu'on peut encourager à travers des nudges, des coups de coude, des comportements des agents pour les orienter vers certains comportements de détention, notamment de détention en direct d'action. Ça peut marcher. Voilà ce que une chose importante qu'on n'a pas évoquée, c'est on parle d'épargner pour retirer du rendement, pour retirer un flux de revenus futurs quand on sera à la retraite. Détenir des actions, c'est aussi participer à la stratégie de l'entreprise à travers le droit de vote dans les assemblées générales d'actionnaires. Là aussi, il y a peut-être de l'éducation financière à faire en disant, quand vous investissez, vous achetez des actions, prenez un risque, ok, vous espérez un rendement, ok, mais vous pouvez aussi infléchir le cours de l'entreprise dans laquelle vous investissez. En Europe, on n'est pas très friand, enfin les Européens ne sont pas très armés pour faire ce genre de choses. Aux États-Unis, ils le font très volontiers, à tel point que jusqu'à la crise financière, il y avait le Conseil des investisseurs institutionnels avait une liste des entreprises qui étaient blacklistées pour défaut de performance. On disait, n'investissez pas là-dedans, c'est pourri. Et donc les entreprises qui se recevaient ça dans la figure, elles disaient, ok, il va falloir qu'on corrige ça.
Le Conseil des investisseurs institutionnels ne publie plus cette liste des entreprises qui ont sous-performé. En revanche, il publie des listes d'entreprises qui sont vertes. Et donc là, c'est un nudge en fait. Au lieu de dire n'investissez pas là-dedans, ça ne rapporte pas, on dit investissez là, c'est vert. Voilà, c'est un exemple de nudge qui peut marcher. Au moins l'information est disponible. Très rapidement, parce qu'on a en fait beaucoup de questions et elles sont toutes assez pertinentes. Emmanuel Lajonguier, vous vouliez réagir rapidement, s'il vous plaît. Juste rebondir sur le propos d'Anne. En fait, effectivement, les droits de vote, quand il y a des détentions d'actions, quand les actions sont détenues en direct, c'est les particuliers qui vont exercer ce droit de vote. En revanche, quand les actions sont détenues via des fonds, des OPCVM, et ben c'est les gérants qui détiennent ce droit de vote. Et là, c'est un point extrêmement important parce que selon à quel gérant vous donnez ce droit de vote, et ben vous n'aurez pas le même impact. Typiquement, quand vous faites de la gestion passive avec, je sais pas, un gérant américain, et ben c'est le gérant américain qui va voter les résolutions au conseil d'administration, du conseil d'administration au moment des assemblées générales. Donc c'est pas neutre. Et quand vous confiez votre argent à un gérant européen, et ben ça aussi, ça participe à la souveraineté européenne. Merci beaucoup. Yann Tempero. Juste pour contrebalancer avec le pessimisme, c'est que si on avait une conférence sur les métaux rares, on serait embêté, parce qu'on a très peu de métaux rares et la Chine raffine 90% des métaux rares, c'est compliqué. Là, on est en train de se poser la question finalement d'un verre d'eau, mais on a l'eau et on a un problème de tuyauterie. Ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que tout ce dont on a parlé, l'éducation financière, la réglementation sur les besoins fonds propres, l'organisation des marchés, éventuellement la titrisation, cette façon de faire circuler le risque de bilan à bilan, c'est pas un manque de ressources, c'est un problème de tuyauterie. Alors c'est pas si facile que ça, parce qu'il faut se mettre d'accord, mais pour une fois, on n'a pas un problème de ressources trop rares. Donc, c'est peut-être une raison d'espérer et d'être un peu moins pessimiste. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a beaucoup de questions qui portent là-dessus. Finalement, pas mal d'inquiétudes. Et Olivier Garnier, je vais vous poser la question, mais pas mal d'inquiétudes sur un potentiel assèchement, justement, de ces ressources, notamment pour des raisons démographiques, pour des raisons fiscales aussi. Est-ce qu'il faut craindre, parce que là, on se réjouit parce qu'il y a beaucoup d'épargne, c'est juste qu'il y a des problèmes de tuyauterie, comme on le disait. Est-ce qu'il n'y a pas une inquiétude sur, quand on voit que les prochaines générations vont avoir un pouvoir d'achat moindre que les générations qui épargnent beaucoup actuellement, est-ce que c'est pas ça le prochain problème, c'est que finalement il y a tout simplement moins d'épargne? Alors là, sur cette question, il y a un premier élément dans la question qui est le lien entre démographie, épargne et structure de l'épargne. C'est vrai que dans la théorie traditionnelle du cycle de vie, et qui est enseigné souvent, c'est de dire finalement on épargne au début de sa carrière et puis après, quand on arrive à l'âge de la retraite, on va désépargner. En pratique, quand on regarde ce qui se passe, c'est pas dans les pays avancés et en France en particulier, parce que on voit d'ailleurs que les plus, c'est un peu ce que disait Patrick tout à l'heure, les plus de 60 ans ou les plus de 65 ans, ce sont eux qui détiennent les plus gros patrimoines et en fait leur patrimoine continue d'augmenter. Ils ne désépargnent pas ou ils ne vendent pas leurs actifs, ils ne liquident pas leurs actifs et donc c'est plutôt... Et donc, on pourrait se dire que là, même le contexte démographique, et en plus avec le fait aussi, même les générations qui viennent après, qui vont se dire, moi, pour ma retraite, il va falloir que j'épargne plus. En tout cas, pour le moment, on constate plutôt que les évolutions démographiques vont plutôt dans le sens d'une forte épargne. Alors, en contrepartie, parce que ça, on est sur le côté épargne des ménages, parce qu'il y a un élément dont on n'a pas parlé, qui est un peu l'éléphant peut-être dans la pièce, et notamment en France, c'est après le déficit public et après les déséquilibres aussi qui peuvent venir d'ailleurs de l'autre côté de la démographie, parce que la démographie, ça peut faire plus d'épargne, mais en même temps, ça veut dire aussi plus de dépenses de santé, ça veut dire aussi un déséquilibre des régimes de certains régimes de retraite. Et donc on a aujourd'hui, parce on disait en Europe, on a dit c'est pas l'épargne, on n'est pas dans la situation des métaux rares. Si je prends non pas le cas de l'Europe dans son ensemble, mais le cas de la France dans son ensemble, la France, elle n'a pas un excédent de sa balance courante. Alors, elle est revenue à peu près au voisinage de l'équilibre, on n'est plus très loin de l'équilibre, mais en gros, ça veut dire que même si on a beaucoup d'épargne privée, on a aussi beaucoup de désépargne publique, et donc ça veut dire que
finalement, in fine, notre épargne privée, elle est complètement absorbée par la désépargne publique. Donc là, il y a aussi un sujet par rapport à ça. Et donc, en tout cas, par rapport aux évolutions démographiques que vous mentionnez, il y a un peu ce phénomène-là où on peut se dire, peut-être avec le vieillissement, il y a d'ailleurs eu cet été à Jackson Hole un groupe d'économistes qui a présenté un papier sur ce thème, disant à la fois on pourrait avoir, via les évolutions démographiques, à la fois une forte augmentation des dettes publiques et puis en même temps une forte augmentation de l'épargne. C'est un peu la situation, d'ailleurs, c'est un peu la situation du Japon, qui est un peu un indicateur avancé en matière démographique, où vous avez une dette publique colossale à plus de 200% du PIB, mais en même temps une épargne qui vient financer cette dette. Mais ça ne vient pas financer l'innovation. C'est-à-dire qu'une économie vieillissante, finalement, elle innove moins. Patrick Artus, il y a plusieurs questions aussi sur la notion de souveraineté. Finalement, si on parle de cette Union européenne des capitaux, est-ce qu'il n'y a pas un risque que chaque pays, que chaque État membre le voit comme une délégation de sa souveraineté? Puis il y a une question que j'ai trouvée assez intéressante, c'est finalement si on met tout en commun, si on met une espèce de grand label européen, est-ce que la France ne va pas y perdre parce qu'en fait personne ne voudra aller investir sur les entreprises françaises qui ne donnent pas forcément très envie? C'est ce que nous demande le message. Oui, alors il y a deux questions de souveraineté. Il y a la première souveraineté qui est que, on l'a tous dit, dans la situation présente, l'Europe finance les investissements des États-Unis, y compris les investissements des entreprises américaines en Europe. Et ça, c'est quand même une perte de souveraineté absolument catastrophique. Donc, de toute façon, il faut sortir de cette situation où nous déléguons aux entreprises américaines le choix de leurs investissements. Et donc, il faut qu'on reprenne la souveraineté européenne dans l'allocation de l'épargne. Alors ensuite, vous touchez une question qui est extrêmement sensible en Europe, qui est que l'Europe, ce n'est pas une fédération. Il n'y a même pas de solidarité entre les pays. On voit par exemple le fonctionnement du Conseil européen. Chaque pays veut tirer l'avantage maximum de sa participation à l'Europe. Par exemple, quand on a fait le grand plan Next Generation EU, 800 milliards d'euros, alors à peu près seulement la moitié ont été déboursés par la Commission et encore moins réellement investis, mais le plan était conçu pour donner des quotas nationaux. Donc on ne s'est jamais posé la question de, par exemple, où est l'entreprise la plus performante pour fabriquer des éoliennes. On a saupoudré l'argent pour financer, subventionner de la construction d'éoliennes partout, quoi. Et donc, en Europe, les mentalités ne sont pas prêtes à avoir quelque chose qui ignore la nationalité et qui ignore et qui aille à l'efficacité. Alors effectivement, le vrai sujet, c'est si on fait l'union des marchés de capitaux et qu'on fait un grand pot commun de l'épargne, eh bien, on ne maîtrisera pas, on ne pourra pas maîtriser quelle partie de cette épargne va s'investir dans tel ou tel pays. Mais on aura une situation beaucoup plus efficace. Par exemple, chaque pays utilisera ses avantages comparatifs. On sait qu'en France, on est très bon dans l'aéronautique, on est très bon dans le luxe, on est assez bon dans la pharma, on est moins bon dans l'agroalimentaire que dans le passé, mais on reste quand même relativement... Et puis, les Allemands sont bons dans la mécanique. Et ce serait beaucoup plus efficace d'utiliser ces avantages comparatifs plutôt que d'utiliser des clés de répartition pays par pays comme on le fait aujourd'hui. Une forme de spécialisation. C'est intéressant parce que vous n'êtes pas le premier à m'en parler dans la conférence de ce matin aussi. On est tombé d'accord sur le fait que c'était la seule solution pour l'Europe. Mais ça pose une autre question intéressante et qui est aussi posée ici, que je voudrais vous poser, Yann Tempero, que je voulais déjà vous poser au cours de la discussion. Finalement, quelqu'un demande pourquoi on n'a pas une forme d'institution européenne type DARPA pour soutenir les innovations de rupture en Europe. Et ça pose aussi une question plus générale. Finalement, vous avez montré que le livret A, ça fonctionne plutôt bien parce qu'on sait où va cet argent, parce qu'on s'est mis d'accord là-dessus, ça finance des choses de très long terme. Est-ce qu'on pourrait envisager une forme de livret A européen où on se mettrait d'accord sur les objectifs de très long terme ou de moins long terme pour l'innovation de rupture, mais au moins tout le monde serait d'accord, on se mettrait autour de la table et l'argent il irait à un endroit très précis qu'on sait efficace. Est-ce que ça c'est envisageable ? Alors, est-ce que c'est envisageable? Est-ce que ça serait souhaitable? D'après ce que dit Patrick, oui, ça serait souhaitable. Est-ce que c'est envisageable? Patrick dit c'est compliqué parce que, alors, à la fois en termes de gouvernance
et à la fois en termes de destination des fonds, il faut se mettre d'accord sur ce que c'est qu'une politique industrielle européenne, ce que c'est qu'une mutualisation des risques, ce que seraient des mécanismes de transfert, hein, si on met des champions européens dans tel ou tel pays parce qu'on les finance dans tel ou tel pays pour qu'ils aient la taille critique, eh bien quid des autres pays européens qui n'auraient pas des revenus de ces entreprises-là. Donc il y a un vrai sujet de gouvernance. Alors, les autres Européens, quand on présente le livret, nous regardent avec des yeux qui brillent, mais aujourd'hui, ils ne sont encore pas passés à l'action. Deuxième sujet sur le capital risque et une DARPA, à l'européenne. Oui. Ce que dit notre nouveau Nobel, Philippe Aghion, hein, et qui dit qu'un des succès des États-Unis, c'est finalement d'avoir eu cette réussite dans l'acceptation de l'investissement public dans des projets qui éventuellement font des pertes parce qu'ils sont très innovants et très risqués, mais au risque de gagner, de générer des champions, non pas des champions nationaux ou continentaux, mais des champions mondiaux. Et donc ça, c'est un sujet de mentalité. Et une fois qu'on aura la mentalité pour, eh bien, il faudra dépasser le carcan nationaux, les carcans nationaux européens. Ouais. Exactement. Emmanuel de la Jonquière, peut-être sur cette question. Et puis il y a une autre question qui revient aussi à la base, c'est finalement autour de cette question de l'épargne. Est-ce que le vrai problème, c'est pas celui de salaire qui serait trop faible? C'est une question qui est posée, notamment autour de la smicardisation des salaires. Finalement, c'est pas tout le monde qui a les moyens de contracter une épargne. Il semble peut-être pas assez dit au cours de cette discussion. Est-ce que ça, c'est un enjeu dans l'absolu? Alors, je pense qu'il y a des gens bien plus qualifiés pour parler de ça autour de la table. Mais ce que je peux juste vous dire, c'est que sur la partie épargne, patrimoine, je peux vous parler de l'assurance vie. L'assurance vie, il faut savoir qu'il y a 40% des Français qui ont un contrat d'assurance vie. Donc en fait, c'est quand même près d'une personne sur deux en France qui est en mesure d'épargner sur le long terme. Et puis, si on parle du livret A, je pense que les chiffres sont bien plus élevés. Donc l'épargne, pour les Français, elle est relativement démocratisée. Maintenant, je pense que... Mais alors, ça dit, il y a une autre question qui est totalement en lien avec ça. C'est quelqu'un qui demande, étant donné le vieillissement de la population, dont on a déjà discuté, et le fait que ce sont les personnes âgées qui possèdent les plus grands patrimoines, ne faudrait-il pas s'intéresser à la régulation / l'éducation à propos de la transmission de patrimoine? J'imagine que la question qui est sous-entendue là-dedans, c'est l'idée d'une transmission plus tôt dans les parcours de vie pour faire fructifier aussi cette épargne, la rendre peut-être plus utile. Ça, Emmanuel de la Jonquière, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut envisager en termes de réforme pour assurer une transmission de cette épargne peut-être plus active? Alors, c'est une bonne question. Savoir si finalement on ne transmet pas le patrimoine trop tard et que du coup il dort indéfiniment sans qu'il soit utilisé à des fins de redistribution. Ce qu'on observe, c'est qu'effectivement les gens vont hériter entre 45 et 55 ans, voire autour de 60 ans. Oui. Disons qu'à 45 ans, les gens héritent sous 10 ans plutôt, pour le formuler différemment. Donc c'est certain que le patrimoine, il est détenu par les gens de plus de 65 ans, donc ceux qui sont déjà à la retraite, ça en grande partie, et que la transmission, elle ne va pas aller aux plus jeunes telle qu'elle s'oriente aujourd'hui. Ce qui est un problème en soi, parce qu'on pourrait se dire qu'au moment de faire sa vie, on a besoin d'accéder aussi au marché immobilier, on a besoin d'accéder à un certain nombre de choses qui sont à l'origine de beaucoup de blocages aussi en France. Et donc c'est vrai qu'il y a probablement quelque chose à faire, d'autant que là, on se dirige vers ce qu'on appelle la grande transmission. Donc la grande transmission, c'est ce patrimoine qui n'a jamais été aussi élevé au niveau de la population française, mais au niveau mondial, et qui va changer de main à horizon 2040. Ce qu'on dit, c'est que c'est 300 à 400 milliards de patrimoine qui vont changer de main tous les ans d'ici 2040. C'est énorme. Probablement qu'il faut davantage encourager pour qu'il y ait de la transmission intergénérationnelle. Ce qui est une piste et un large chantier à la fois. Je vais vous poser une question collective qui vient d'être posée. C'est peut-être la question la plus pratico-pratique de toutes, avec 10-20 000 euros à 20 ans d'économie. Que faire avec cet argent? Où l'investir au vu de toutes les informations reçues durant la conférence? Ça, c'est le moment conseil investissement. Qui veut y aller? C'est plutôt aux professionnels de l'investissement de répondre, c'est pas à la Banque centrale. Oui, j'ai un peu de devoir de neutralité. Emmanuel de Jonquière, Fiat de Lavigne.
Donc, à 20 ans, à 20 ans, 10 000 euros, tout dépend de ce que vous avez comme revenu à côté. En fait, quand on place, ça dépend de l'appétit au risque. Donc, est-ce que vous êtes ou pas averse au risque, et ça on en a parlé, et à quel horizon vous investissez. Si vous avez 10 000 euros à investir et que vous savez que vous n'en aurez pas besoin à court terme, il faut investir sur des actions, c'est certain. Et ça d'ailleurs, si vous investissez pour votre retraite, voilà, ça peut être un bon objectif. Clairement, à 20 ans, vous devez être diversifié entre les différentes actions. Donc là, je dirais pas exclusivement des actions françaises, bien sûr, des actions européennes et aussi des actions dans le reste du monde, parce que la diversification, c'est essentiel quand il s'agit d'investir sur le long terme, mais c'est aussi investir sur d'un côté, donc c'est-à-dire du private equity, de l'infrastructure, de la dette privée. Et juste un point d'ailleurs là-dessus sur l'infrastructure, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de la rigidité peut-être du cadre français. Mais ce que nous disent les Américains quand ils viennent en France, les gérants américains, c'est qu'ils disent, mais vous savez, en France et en Europe, vous avez la chance d'avoir un cadre qui est stable, qui est rigide. Et quand il s'agit d'investir sur les infrastructures, c'est un avantage concurrentiel énorme, parce qu'en fait, on investit sur le très long terme et on sait dans quoi on s'embarque. Aux États-Unis, par exemple, eux, leur problème, c'est que tous les 4 matins, la réglementation, elle peut changer. Donc en fait, ils construisent un business model qui, 1 an après, peut être complètement revu. Ils ont le problème inverse. Et ça, il ne faut pas le sous-estimer, parce qu'on voit de notre prisme ce qui ne va pas, mais de l'autre côté, ils voient aussi que tout n'est pas parfait. Voilà. Anne-Lavigne, je vous laisse réagir et ensuite je laisserai le mot de la fin à Patrick Artus. Oui, je ne vais pas dire dans quoi il faut placer, mais j'aimerais dire dans quoi il ne faut pas placer, parce qu'on parle de garder l'épargne des Européens en Europe, on parle d'un très faible taux de détention d'actions en direct en France, donc les Français ne détiennent pas des actions en direct, ils en détiennent à travers des fonds, des organismes de placement collectif, mais on entend en ce moment des détentions en direct de crypto-actifs qui me paraissent très inquiétants. Et donc, s'il y a parmi les jeunes gens de cette salle de se dire qu'il y a de l'argent facile à faire en achetant des bitcoins, mon conseil, c'est non. Parce qu'on ne sait pas la valeur fondamentale d'un bitcoin. En sus de ne pas savoir la valeur fondamentale d'un bitcoin et qui ne tient que par l'espérance de gain, mais c'est la confiance. Il faut savoir que quand on achète du bitcoin ou quand on achète de l'or, il n'y a rien de plus improductif. On va pas financer une entreprise, on ne va pas financer d'emploi, on ne va pas financer une innovation, on ne va pas financer une infrastructure. Donc voilà, en termes de destination de l'épargne, qui va derrière travailler pour faire du rendement financier, mais du rendement aussi extra-financier pour créer la croissance de demain et le bien-être de demain, là, sur 20, on est à 0. Donc il y a quand même tout un panel, et c'est mauvais pour le climat en plus, comme le dit. On parlait du donc il y a un grand panel, mais c'est vrai que ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça, et ce qu'il faut faire, c'est comme le disait Emmanuel, c'est se rapprocher d'un spécialiste. Oui, mais même non, mais pour qu'on ait de l'argent à investir, il faut aller voir son banquier et il saura vous conseiller. L'assureur, bien sûr. Ouais, évidemment. Voilà pour les conseils d'investissement. Patrick Artus, je vous laisse le mot de la fin. Peut-être nous dire si vous êtes moins pessimiste qu'au départ, peut-être. Non, mais je voudrais redire ce qu'a dit Yann. C'est vraiment extrêmement important. Malheureusement, on voit aujourd'hui un détournement de l'épargne vers les crypto-monnaies, vers l'or. Et c'est complètement déraisonnable. Nous manquons d'investissement. On ne doit pas stériliser l'épargne. Et donc, je suis extrêmement choqué, par exemple, que la communauté des banques centrales contribue à la hausse du prix de l'or en achetant des masses d'or. La Banque de France devrait arrêter d'acheter de l'or, vendre son or et investir dans l'économie. Ensuite... On ne vend pas, mais nous n'achetons pas. Oui, mais enfin, l'ensemble des banques centrales a triplé ses achats d'or. La Banque centrale de Chine. Oui, mais la Réserve fédérale... et voilà. Et donc, je crois qu'il faut... J'étais dans une conférence la semaine dernière où quelqu'un a défendu l'idée sur laquelle tout ça, c'était des combats d'arrière-garde. Nous étions un pays vieillissant, donc personne n'aurait envie d'investir en Europe. Il fallait repérer les pays jeunes, y mettre toute notre épargne et vivre des revenus de cette épargne.
Donc ça, j'appelle ça la thèse défaitiste. C'est la thèse défaitiste. Ça veut dire, bon, il n'y a rien à faire. De toute façon, comme on vieillit, ben, on ne pourra pas rentabiliser l'épargne. Et donc, il faut l'investir en Inde, en Afrique, etc., dans les pays où il y a plein de jeunes et qui feront fructifier cette épargne. Alors, je crois qu'il faut résister à la thèse défaitiste. Donc, il faut rapatrier l'épargne, mais pas en faisant n'importe quoi. Donc, par exemple, rapatrier l'épargne, ben, ça veut dire robotiser aussi beaucoup plus. Hein, l'Europe a un taux de robotisation et un taux d'utilisation de l'intelligence artificielle dans ses entreprises qui est extrêmement faible par rapport à ce qu'on pourrait souhaiter. Et donc, rapatrier l'épargne, ça va vouloir dire faire plein d'autres politiques. Ça veut dire des politiques de modernisation, des politiques de modernisation des entreprises, etc. Donc, c'est une possibilité, mais ça ne donnera de résultats que si on échappe à ce piège de rentabilité faible de l'épargne en Europe. Merci beaucoup à tous les 5 et merci à vous dans le public pour vos questions.